Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Chant d'honneur. Chant d'honneur qui est un jeu qui vient de sortir en français, qui est une édition francophone donc de Warchest. C'est un jeu édité par Gigamic de 2 ou 4 joueurs, donc pas de A4 mais de ou 4, donc ça se joue à 2 ou à 4. Je vais vous faire la dégustation de ce jeu, donc ça veut dire une explication des règles et un ressenti. Je vais également vous présenter, en profiter pour vous présenter l'extension, donc Nobility, qui vient de sortir. Nobility, qui est une petite extension qui vient de sortir en anglais. Donc Gigamic ne l'a pas encore édité en français. Donc là, c'est disponible chez Alderac Entertainment Group AEG en anglais. Ça vient du salon d'Essen, du dernier salon d'Essen, et je vais vous présenter cette extension à la fin de cette vidéo. Donc Warchest, Nobility et Chant d'honneur. Chant d'honneur, en quoi consiste Chant d'honneur? Bon, c'est une bataille. C'est une bataille entre deux camps. Donc là, vous voyez la mise en place pour 2 joueurs. À 2 joueurs, on ne joue pas avec ces parties plus sombres du plateau. Donc, et l'objectif à 2 joueurs, c'est de contrôler 6 lieux. Ça, ce sont les jetons contrôle. Si vous arrivez à contrôler 6 lieux, vous gagnez immédiatement la partie. Vous voyez que les lieux qu'on peut contrôler, il y en a 10 en tout. Donc si vous en contrôlez 6, ben, au maximum, votre adversaire en contrôlera 4. Donc c'est vraiment une bataille. Il va falloir se battre pour contrôler tous ces lieux. Ça, c'est l'objectif du jeu. Alors lors de la mise en place, la première chose qu'on fait, on va distribuer les différents personnages ou les différentes unités d'attaque. Donc il y en a pas mal, il y en a 16 en tout. Elles sont représentées par des magnifiques jetons que je vous montre ici, bien présentés dans un présentoir en plastique. Ce sont des jetons lourds, hein, des jetons de poker. C'est vraiment très beau, très agréable à jouer avec des icônes splendides qui, rien que par l'icône, expliquent un petit peu ce que fait chaque unité, puisque vous l'aurez compris, chaque unité a ses propres pouvoirs et je vais vous les expliquer dans un instant. Donc voilà, il y en a 16 en tout. Les joueurs en prennent 4 chacun, donc c'est 4 unités contre 4 unités. Alors comment ils se les répartissent? En fait, il y a 3 méthodes, tout de même 4 méthodes différentes. La première, c'est tout simplement suivre ce que le jeu propose comme mise en place pour les premières parties. Donc les 2 joueurs se répartissent 4 unités chacun, imposées par le jeu. La deuxième, c'est très simple aussi, on mélange les 16 cartes, on en donne 4 au hasard à chaque joueur et on doit faire avec. Et la dernière, c'est ma préférée, je vous conseille même d'y jouer dès la première partie comme ça, c'est le draft, c'est-à-dire qu'on dispose les 8 unités sur la table et chacun, donc à partir du premier joueur, le premier joueur en prend une, puis le deuxième joueur en prend 2, le premier joueur en prend 2, le deuxième joueur en reprend 2 et il en reste une pour le premier joueur. Donc ça c'est le draft, donc c'est pas mal parce que non seulement, je vais dire, on voit bien qu'il y a une volonté de bien équilibrer le pouvoir de chaque unité. Toutes les unités sont vraiment bien équilibrées, mais il y a quand même certaines unités un peu plus intéressantes que d'autres, surtout les unités qui peuvent attaquer à distance. Donc la majorité des unités ne peuvent pas attaquer à distance, mais attaquer à distance est vraiment un pouvoir sympa. Ça vous permet d'attaquer sans être attaqué. Donc c'est les pouvoirs similaires, hein, qui permettent de se déplacer et d'attaquer. Ce sont des pouvoirs un peu plus puissants que les autres. Donc voilà. Maintenant, soyons clairs, l'équilibre est magnifique dans ce jeu, donc c'est pas ça qui va faire rater vos parties, mais le draft permet justement, s'il y a une unité qui attaque à distance, souvent le premier joueur va la prendre, mais le deuxième pourra prendre les 2 juste meilleurs juste en dessous, donc ça va bien équilibrer.
ce draft aussi permet aussi d'utiliser des combos. Et ça, c'est pas mal, je vais y revenir aussi. Donc, vous pouvez avoir des unités qui se combinent bien entre elles, leur pouvoir se combine bien entre elles. Et donc, ça peut être intéressant de jouer ces unités ensemble. Et c'est ça un des parties fun du jeu. Il y a encore une dernière façon de faire la mise en place des unités, c'est dans le livret des règles qui est très bien fait, très clair, très facile. Il y a des batailles épiques, donc ça c'est pas mal. Vous voyez la bataille de Gaugamélèse en 331 avant Jésus-Christ. Et bien voilà, chacun possède ces unités-là pour correspondre un peu à la bataille en question. Il y a la bataille de Bannockburn et même la bataille de Crécy. Il n'y a pas celle de Waterloo, c'est dommage, on aurait pu rigoler un petit coup, mais en tout cas il y en a 3 déjà sympas de pouvoir jouer à des mises en place spécifiques qui correspondent à des batailles historiques. Donc voilà, ça c'est pour la mise en place. Donc vous voyez ici, je l'ai mis comme ça un petit peu au hasard. Voilà, ce joueur-ci dispose de ces 4 unités-là. Les 4 unités je vais vous les montrer tout à l'heure plus en détail, mais vous voyez en haut à gauche de l'unité, vous voyez le nombre de jetons qui font partie de cette unité. Donc ici, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Et on en prend 2 de chaque pile qu'on va mélanger dans son sac. On va les déposer dans son sac, on les mélange avec le jeton de votre faction. Donc chacun a un jeton de sa faction qu'on mélange avec ces unités. Et le jeu est très simple puisque tous les 2 joueurs vont piocher 3 jetons dans leur sac au hasard, mais face cachée. Donc on prend 3 jetons, on ne les montre pas à son adversaire et on les garde dans sa main comme ça. Et puis chacun à son tour, à partir du premier joueur, donc ça c'est le jeton premier joueur, à partir du premier joueur, eh bien chacun à son tour va jouer un des jetons de sa main, de différentes façons. Il y a 9 façons différentes de jouer un jeton de sa main. Autrement dit, il y a 9 actions différentes. Et chacun, à son tour, va pouvoir réaliser une des actions en jouant un des jetons de sa main. Alors, c'est quoi les actions qu'on peut faire? Donc, les 9 actions sont réparties en 3 types. Le premier type, c'est jouer un jeton face visible sur le plateau. Le deuxième type, c'est jouer un jeton face cachée dans la défausse. Et le troisième type, c'est jouer un jeton face visible dans la défausse. Et à chaque type, je vais vous remontrer le plateau, et à chaque type correspond à un type d'action. Donc, par exemple, je jouais, c'est quoi les 2 actions qu'on peut faire en jouant le jeton face visible sur le plateau? D'abord, c'est mettre une unité en jeu. Donc, je mets un jeton sur un lieu que je contrôle. Donc ici, au début de la partie, j'en contrôle 2. Je mets un jeton sur un lieu que je contrôle pour le déployer. Ça, c'est une action. Attention, je ne peux pas déployer 2 fois la même unité. Donc, il n'y a qu'un jeton de chaque unité sur le plateau par joueur. Donc, comme chaque joueur a 4 unités, chaque joueur peut avoir maximum 4 jetons sur le plateau du jeu. Ça, c'est la première action que je peux faire, c'est déployer. Évidemment, si les deux endroits que je contrôle sont occupés par une unité et que je veux déployer une unité, imaginons que je veux déployer celle-ci, eh bien, je ne sais pas, puisque je n'ai pas d'endroit que je contrôle ou libre. Si j'en ai un en plus, évidemment, je pourrais déployer cette unité-là à cet endroit-là. Ça, c'est la première façon de jouer une unité. Face visible sur le terrain. La deuxième, c'est de renforcer une unité. Donc je peux mettre un jeton au-dessus d'un autre et j'ai une unité renforcée qui permet d'être plus fort et dans les combats d'être un peu plus résistant dans les combats. J'y reviens quand je vous explique les combats. Ça, c'est les 2 façons de jouer face visible, un jeton sur le terrain. Les 3 façons de jouer face cachée dans sa défausse, un jeton, eh bien la première chose, c'est passer. Je fais rien.
je passe. La deuxième chose, c'est je joue un jeton face visible et je prends donc imaginons que le jeton premier joueur était chez lui, je prends le jeton premier joueur et je le mets de mon côté chez moi. Ça, c'est la deuxième façon, donc ça permet qu'au tour d'après, quand on repioche trois nouvelles tuiles, je suis premier joueur, ça permet de reprendre un petit peu de vitesse votre adversaire. Si par exemple vous faites une manœuvre en dernier, puisque vous êtes dernier joueur, qui vous met un petit peu en danger face à votre adversaire, vous avez avant pris le jeton premier joueur, et bien au tour d'après, vous allez commencer et pouvoir peut-être terminer une action que vous avez entamée au tour d'avant. Donc ça, c'est l'avantage de prendre le jeton premier joueur. La dernière chose qu'on peut faire en jouant un jeton face cachée dans sa défausse, c'est recruter. Et recruter, en fait, vous avez vu, je vous ai dit, dans la mise en place, on met deux jetons de chaque type dans son sac. Recruter, c'est prendre un jeton et le mettre face visible dans sa défausse, un des jetons de sa réserve, ce qui permet d'avoir de plus en plus de jetons d'une unité ou d'une ou plusieurs unités. D'ailleurs, il y a pas mal de stratégies là-dedans. Mettre tous les jetons de sa réserve directement, en tout cas en début de partie, dans sa défausse pour pouvoir les avoir rapidement, ça n'a pas vraiment de sens. Il vaut mieux recruter une ou deux unités spécialement, comme ça ces unités pourront faire plus d'actions que les autres et pourront peut-être prendre de votre adversaire de vitesse. J'y reviens. Donc voilà, ça c'est les trois actions qu'on peut faire face cachée: passer, prendre le jeton premier joueur, ou recruter une unité, prendre de sa réserve et le mettre dans sa défausse. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face visible, quand on joue face visible? Eh bien, si je joue imaginons, voilà, ceci, ben voilà, je joue un jeton face visible qui correspond à une unité, eh bien, je peux la déplacer. Donc, je la déplace d'une case adjacente. Ça, c'est avec défausser face visible. La deuxième action qu'on peut faire face visible, c'est attaquer. Imaginons qu'il y a un ennemi ici. Eh bien, il y a un ennemi adjacent. Attaquer, je défausse une unité, la même de ma main, la même qu'une qui est en jeu. J'attaque un ennemi. L'ennemi, il n'y a pas de dé ou quoi que ce soit. L'ennemi est directement mort. Donc, on prend le jeton et on ne le met pas dans la défausse adverse, on ne le met pas dans le sac adverse, mais on le retire carrément du jeu. Donc ça peut faire très mal, hein, puisque, comme je vous disais, les unités, vous en avez 4 ou 5 de chaque type, hein, ça se voit sur la carte. Donc si j'ai 2 unités chevaliers qui ont déjà été tués, il m'en reste plus que 2. Hein, avec ça, je ne vais pas faire grand-chose, parce que il y en a une qui est encore en jeu, et l'autre qui permet de faire justement ces actions de déplacer ou d'attaquer. Mais je ne vais pas pouvoir faire des combinaisons parce que l'idéal, c'est de faire, l'idéal, c'est d'avoir dans sa main 2, voire 3, ce qui semble assez difficile, mais au moins 2 jetons d'une même unité. Pourquoi? Parce que les unités sont souvent, comme ça fait très mal de perdre une unité lors d'une attaque, hein, on essaie de les garder un maximum, on se tient souvent à distance. Donc on est souvent à 2. Comme ça, si j'ai un jeton comme ça, je ne sais pas l'attaquer. Mais si j'en ai 2, je sais, puisque je peux me déplacer, pouf, et puis, deuxièmement, hop, attaquer, et il est parti. Donc voilà l'intérêt aussi de se spécialiser dans un type ou l'autre d'unité pour pouvoir jouer plus facilement les jetons de ces unités. Évidemment, imaginons que je suis comme ça, j'en joue un pour me mettre prêt. Si mon adversaire a ça dans sa main, eh bien, hop, il le joue, et c'est lui qui tue mon unité. Donc c'est aussi une prise de risque. Hein. S'approcher d'une unité adverse, vous savez que, attention, est-ce qu'il a encore un jeton de cette unité dans sa main ou pas, parce que s'il a dans sa main, on risque nous-mêmes de se faire tuer. Et c'est là qu'intervient la défausse, parce que vous savez le nombre, sur les cartes vous voyez le nombre d'unités qu'il a, donc vous savez si il a combien d'unités, il en a construit combien, vous voyez dans sa défausse, il a combien d'unités de ce type-là ou pas, et donc vous savez s'il a potentiellement dans sa main cette unité-là, ou s'il ne l'a pas.
Donc, Donc, en fonction de ça, vous allez prendre certains risques ou pas les prendre. Donc voilà. Évidemment aussi, le hasard de la pioche peut avantager un joueur ou l'autre. Si vous piochez 2 fois la même unité, vous savez que vous êtes un petit peu plus fort qu'un adversaire qui n'en a pioché qu'une seule fois. Donc voilà. Donc il y a une prise de risque, il y a un peu de hasard. Ça peut être un peu bourrin si jamais vous avez des unités les unes adjacentes aux autres, parce qu'alors ça se tire dans tous les sens. Ça peut faire un carnage. C'est pas ça le but du jeu. Vous comprendrez bien que si vous vous retrouvez à la fin d'un tour comme ça, eh bien c'est souvent le premier joueur, s'il a une des unités comme ça dans sa main, pouf, il va tuer directement l'autre joueur, et si l'autre joueur a une unité qui reste, pouf, il va le tuer. Donc ça va devenir un carnage, et d'où l'importance aussi du jeton premier joueur, qui peut faire en sorte que, ben voilà, si on est comme ça à la fin d'un tour, autant avoir le premier joueur chez soi pour tirer en premier. Voilà, alors... un mot aussi sur les unités renforcées. Donc si lui, il attaque lui, eh bien, s'il est renforcé, ben, on défausse dans la boîte, hein, donc on perd carrément un jeton, mais l'unité reste là. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir une unité renforcée, c'est que l'unité reste là, et donc si vous aviez dans votre main justement un archer, eh bien vous allez pouvoir le tuer juste après. Donc ça, par contre, si vous en aviez qu'un, ben hop, vous l'enlevez, ou si vous en avez un encore dans votre main, ben vous ne savez plus que le déployer. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir des unités renforcées. La dernière action, donc les 2 actions qu'on peut faire quand on défausse face visible, c'est attaquer adjacent ou déplacer vers un endroit adjacent. La troisième chose qu'on peut faire, c'est utiliser la tactique de sa carte. Donc chaque unité a une tactique, un pouvoir spécifique. Bon, des fois, c'est pas marqué sous forme de tactique, mais donc c'est... Et donc, c'est profiter un petit peu du pouvoir tactique de cette carte. Donc, par exemple, ici, l'archer, il peut attaquer à distance, justement. Je vous parlais d'attaquer à distance. Mais lui, il ne peut pas attaquer. Son désavantage, c'est qu'il ne peut pas attaquer une unité adjacente. L'éclaireur, lui, il est déployé pas sur un lieu contrôlé, mais il est déployé sur un lieu adjacent à une unité alliée. Le chevalier, lui, ne peut être attaqué que par des unités renforcées. Les unités pas renforcées ne peuvent pas l'attaquer. Donc ça, c'est assez sympa. Ça peut aussi se combiner avec une unité qui est l'inverse, qui ne peut être attaquée que par des unités non renforcées. Donc si vous avez l'archer et cette autre unité l'un à côté de l'autre, eh bien ça peut faire des combis. Oh, il y a une unité renforcée qui s'approche, eh bien je mets l'autre devant pour l'empêcher de m'attaquer. Et inversement, si j'ai une unité non renforcée, je mets le chevalier en avant. Donc des petites combinaisons comme ça sympathiques. Le soldat, lui, quand il attaque, hop, il peut se déplacer juste après. Donc il peut être un peu lâche, attaquer puis fuir. Le soldat, on n'en entendait pas mieux de lui. Et vous avez comme ça chaque fois des pouvoirs pour toutes ces cartes. Hein. Le lancier, lui, qui peut vite se déplacer et attaquer. Le piqué qui contre-attaque. Hein. Quand on l'attaque, il attaque, etc. Donc chaque fois des pouvoirs bien expliqués aussi. Un bel icône qui rappelle, pas besoin de chaque fois lire tout le texte, donc c'est bien foutu. Voilà, et donc on continue jusque quand j'ai oublié de dire une quatrième action très importante. Quand on défausse une unité face visible, on peut prendre le contrôle d'un lieu. Donc ici, c'est un lieu déjà contrôlé, mais imaginons que je suis ici. En défaussant une face visible, hop, je prends le contrôle, je mets un marqueur contrôle sur ce lieu. Si jamais je suis sur un lieu adverse, quand je défausse une unité face visible, eh ben c'est très simple. Je défausse le marqueur contrôle adverse et je mets un à moi, directement en un coup. Donc c'est comme ça que la fin peut un peu accélérer. Hein, quand tous les 2 joueurs ont chacun 5 marqueurs contrôle, il suffit de prendre le contrôle du dernier marqueur pour gagner la partie.
Voilà, ça c'était les actions qu'on peut faire et on pioche jusque quand c'est la fin du jeu. De bons joueurs qui vont vraiment jouer tactique, etc., vont souvent terminer une partie avec très peu d'unités parce que ça aurait été un carnage pendant tout le jeu où on lui prend une unité, l'autre en prend une autre, etc. et terminer avec quelques unités qui peuvent se déplacer. Donc ça c'est un petit peu dommage, c'est des fins un peu tristes ou nettes où on n'a plus que 3 jetons dans sa main et donc on doit même plus faire de backbuilding, on joue plus qu'avec ces 3 jetons. Mais ça arrive quand même pas souvent. Souvent un joueur peut prendre le dessus avant. Voilà, ça c'était pour la dégustation de Champ d'honneur. Alors, en quoi consiste donc l'extension Nobility? L'extension Nobility, d'abord, apporte des décrets royaux. Donc ça, c'est les décrets royaux, c'est 7 cartes qu'on va mélanger et on va en tirer 3 au hasard qui seront valables pour toute la partie et qui donneront un certain pouvoir. Donc, par exemple, celui-ci permet d'attaquer depuis un endroit qu'on contrôle. Celui-ci permet de bouger une unité amie qui est renforcée et celui-ci permet de recruter 2 fois et vous avez comme ça 7 petits pouvoirs. Et pour pouvoir en bénéficier, vous devez mettre un de vos jetons sceaux sur le décret royal. Donc vous ne pouvez en mettre qu'un par décret royal, donc vous savez utiliser chaque carte qu'une seule fois. Et pour mettre son jeton sceau sur le décret royal, vous devez jouer un jeton, votre jeton royal. Donc ça c'est l'extension. Ça apporte des choix supplémentaires. C'est pas révolutionnaire, loin de là, mais voilà, ça élargit un petit peu les choix et ça peut faire quelques petites combinaisons dévastatrices, mais en one shot, hein, vous ne savez le faire qu'une seule fois. Outre ces décrets royaux, elle apporte 4 nouvelles unités avec ses propres pouvoirs. Donc les unités sont ici. Donc vous avez le Earl qui lui il peut justement utiliser, quand il prend le contrôle, il peut également utiliser un décret royal gratuitement sans mettre de jetons. Donc c'est un pouvoir supplémentaire. Le Bannerman, lui, il fait fuir une unité adverse, donc c'est lui qui fait fuir une unité adverse, je me suis trompé là tantôt. L'évêque, lui, il peut recruter et en même temps se déplacer, et il ne peut pas se faire attaquer par les unités qui sont renforcées. Donc justement, ça c'est lui qui va bien avec le chevalier. L'héralde, lui, il peut renforcer les unités adjacentes, amicales, à partir de sa réserve. Donc ça gagne quelques actions. Et alors une carte un peu corrigée, je dirais c'est une carte du jeu de base dont le pouvoir est légèrement changé pour encore mieux équilibrer le jeu a priori. Voilà, ça c'est pour l'extension. Donc un jeu très plaisant, soumis au hasard de la pioche, donc il faut pas... il y a quelques fois où ça peut bien tomber, mal tomber. Des fins de partie qui peuvent être des fois un peu... trop juste, quoi, on arrive au bout et c'est un peu un petit coup de chance, mais sinon une tactique, des belles combinaisons entre les différents pouvoirs des unités pour pouvoir bien profiter de ces unités. Donc le choix des unités au départ est très important et voilà, un jeu très agréable avec un matériel splendide. Voilà, ça c'était la dégustation de Champ d'honneur et de son extension Nobility. J'espère qu'elle vous a goûté. Santé et à bientôt.